va débuter avec, comme je le rappelle, hein, vous installez Git et vous installez VS Code et le tour sera joué. Donc je vais revenir ceci. Alors nous allons créer notre projet. Pour l'instant il est vide, il n'y a rien à l'intérieur. Et ce que j'aime bien avec VS Code, c'est que nous avons un terminal intégré. Ce qui va nous permettre, comme je le disais, d'avoir une vue à 360 degrés sur notre projet et notre évolution avec Git. Alors moi je vais ouvrir mon terminal ici. En défaut c'est Git Bash. De l'autre côté vous pouvez avoir CMD, PowerShell, peu importe. Tant qu'il y a un terminal, on va travailler. Alors la première des choses à faire, c'est d'initialiser notre projet. Parce que c'est bien beau, nous avons créé le projet, nous pouvons ajouter des fichiers, commencer à travailler, installer des dépendances, oui, mais Git ne pourra pas justement versionner le projet. D'accord. Donc la première des choses, c'est d'initialiser notre projet avec Git en lui disant initialiser notre projet, commence à le traquer. On va faire git init, on va initialiser notre projet. Voilà. Alors vous remarquez déjà la différence. La première différence, c'est qu'ici, nous n'avions rien, et là, nous avons master. Ici, pour l'instant, nous ne voyons rien, mais si on repart donc, si nous retournons dans notre fichier, dans notre dossier local, vous allez voir qu'il y a un fichier, il y a un dossier qui s'est créé, un dossier caché, .git. Je verrai ici, vous êtes sur Windows, activez les fichiers cachés, activez la vue des fichiers cachés. Si vous êtes sur Linux, il suffit de faire un ls-a, vous verrez également le dossier caché de Git avec tous les différents dossiers à l'intérieur. Alors ici, nous avons initialisé notre projet, et bien à partir de maintenant, notre projet est traqué et donc est prêt pour être versionné. Alors, première des choses, nous avons initialisé. Bien, qu'est-ce qu'il faut faire? On va faire des petites configurations, d'accord? Et les premières petites configurations à faire, c'est insérer notre nom, le nom d'utilisateur, sachant que nous sommes destinés à travailler en collaboration. Alors, quand nous allons faire les modifications, nous devons pouvoir savoir qui a modifié quoi, qui a travaillé sur quoi. Donc, encore un exemple, Sylvestre travaille sur Index, et bien quand il va valider ces modifications, de mon côté, je vais pouvoir être capable de voir que Sylvestre également a travaillé sur Index, n'est-ce pas? Donc, première des choses, on va faire notre petite configuration avec git config global, on va dire user.name, et je vais mettre mon nom ici, on va lui DB. Voilà, on va mettre j'aime. Donc, première configuration, mon utilisateur. Deuxième configuration. Deuxième configuration, git config global toujours, user.email. Oula, qu'est-ce que je fais? Voilà. On va mettre gmail.com. Alors, il va valider une modification, on va attendre un petit peu. Ah, voilà, j'ai collé le config et le global. Voilà pourquoi il m'a dit, eh bien, c'est pas une commande Git. C'est normal. Voilà. Ici, nous avons configuré donc notre nom utilisateur et notre email. Alors, il est possible de voir les différentes commandes de git config en faisant git config-f. Alors sur Windows, il va nous ouvrir une fenêtre de navigateur. Bon, je vais revenir rapidement repartager tout mon écran ici. Comme ça, vous allez voir également la fenêtre de mon navigateur. Donc en faisant ça, il m'ouvre donc une page web où on a
les différentes explications ou encore tout le manuel sur git config. Donc, on va prendre un exemple. Voilà, ici on a la description. Ce qu'on vient de faire, git config --global. Voilà, --global. On peut le faire sur le système, on peut le faire en local. Mais ici, on va le faire globalement. Pourquoi? Parce que si on faisait en local, on va se limiter en local. Alors que le but, c'est vraiment non seulement de travailler en local, mais également en remote. Donc, on a toutes ces différentes configurations-là. N'hésitez pas à regarder. N'hésitez pas à regarder pour avoir plus de détails là-dessus, parce que c'est plutôt lent. On peut y passer toute la journée. Donc, nous allons revenir sur notre VS Code. Donc, nous avons ici configuré l'email, ainsi que le nom d'utilisateur plutôt, le nom d'utilisateur ici, ainsi que l'email. Okay. Alors, on peut vérifier donc notre petite configuration. On va dire git config list. Qu'est-ce que je dis là, on va dire list. Voilà. Donc ici nous avons les différentes configurations que nous avons déjà. Nous avons comme besoin de mettre par exemple l'email ici, ou encore le username ici. Alors maintenant, notre projet est configuré. Nous venons de l'initialiser et nous venons d'ajouter notre nom d'utilisateur ainsi que notre email. On peut donc commencer à travailler sur nos différents fichiers, n'est-ce pas? Alors on va se dire, bon, ajoutons un fichier index.html, par exemple. On va dire about.html et contact.html. Maintenant, nous avons trois fichiers. Imaginons qu'on veut créer un site web qui un portfolio ou un site web vitrine d'entreprise. Donc nous aurons besoin de l'index, donc la home page, ainsi que à propos et la page de contact. Alors nous venons d'ajouter notre projet. On va se dire, bon, on va commencer à travailler avec la page index. Donc, on va dire HTML. On dit accueil ou encore home. Ok. Et là, on va dire, bon, on va mettre un petit H1 rapidement. Accueil, donc on va rester sur de l'anglais, home. Et mettre un petit paragraphe, on va dire lorem ipso. Ok. Donc, on va faire ceci, histoire de se garder sur la même ligne. Voilà. Ok. Donc vous voyez, ici on a ajouté notre petit fichier HTML. Nous avons donc notre template et notre corps. Alors, comment désormais traquer nos fichiers ajoutés pour pouvoir justement les versionner? Alors, première des choses, il faut ajouter ces fichiers. Où est-ce qu'il faut l'ajouter? On va l'ajouter dans notre système de version. Puis les valider. Alors, première des choses, ajouter. Donc, on va dire git add. Alors ici, add, qu'est-ce qu'on va ajouter? On peut ajouter un fichier, donc on va dire index.html, puisque nous avons travaillé dessus. N'est-ce pas? Il a ajouté index.html. Si on fait un git statut, on peut voir qu'ici, nous avons des changements pour être validés dans le fichier HTML que nous venons d'ajouter, et des fichiers non traqués, donc untracked files. Nous avons ici des fichiers non traqués qui sont about et contact. Nous pouvons faire la même chose sur about, git add about.html. On va l'ajouter. Et si nous refaisons un git status, on peut voir qu'ici désormais nous avons about et index.html qui sont désormais dans un état où on peut les valider. On va les dire, ils sont stagés. Mais je vais y revenir. Et ici, nous avons des fichiers. Nous avons donc contact.html qui n'est pas du tout traqué. Donc ici, il n'est pas encore prêt pour être versionné par Git.
Alors, qu'est-ce qui se passe quand nous faisons git add nom de fichier? Git, quand nous faisons cela, Git va faire quoi? Git va mettre ces fichiers dans une zone d'attente. On appelle cela la staging area. Et donc la staging area ici, c'est comme, on va prendre un petit exemple, un exemple de voyage. Aujourd'hui, je veux voyager, par exemple, je vais aller à Kinshasa ou je ne sais pas trop où. Eh bien, il y a différentes étapes. Je vais d'abord commencer par acheter mon billet, etc. Et une fois que j'ai tout ce qu'il faut, donc on a tout ce qu'il faut ici, on a le fichier, je vais aller donc me mettre en salle d'attente avant de monter dans l'avion puis partir, n'est-ce pas? Et bien ici, la staging area, c'est comme cette salle d'attente là. Donc une fois que c'est bon, je me mets donc dans la salle d'attente et j'attends de me mettre dans l'avion, puis m'envoler pour Kinshasa, Dakar ou encore Yaoundé, Douala. Donc c'est la même chose ici avec la staging area. Donc tous les fichiers qui se trouvent ici, ils sont de cette zone-là, dans cette zone d'attente, dans cette zone de staging area. Voilà pourquoi on parle de fichiers stagés. Ils sont stagés, mais ils ne sont pas encore validés, n'est-ce pas? Alors, tout à l'heure, j'ai fait un git add pour index et git add pour about. Vous dites certainement, si on a 100 fichiers ou 40 fichiers, est-ce qu'il va falloir les faire pour chaque fichier? Eh bien, ça risque d'être pénible, oui. Alors, on a la possibilité, donc, on a deux possibilités. On peut faire un git add-all, ici, pour ajouter tous les fichiers. Et quand on fait un git status, on peut voir que tous nos fichiers se sont bien ajoutés ici. Si on a ajouté un fichier, on va ajouter deux fichiers, on va dire style.css et on va dire services HTML. Alors on a deux autres fichiers ici qui se sont ajoutés. Si on refait un git statut, on peut voir que nous avons deux fichiers qui ne sont pas traqués. Alors, pour git add-all permet de récupérer ou encore de mettre en état donc tout notre répertoire assis ici, peu importe l'état du fichier. Donc, les fichiers qui viennent d'être ajoutés, mais également les fichiers supprimés, parce que effectivement, on peut se dire bon, à partir de maintenant, on n'aura plus besoin du fichier contact, parce que dans about, nous avons mis déjà les contacts dans about. Donc, on va supprimer le fichier about et contact plutôt. Et donc, on va mettre en staging l'état de notre projet, n'est-ce pas? Avec git-all. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Git va prendre cet état-là en considérant les fichiers supprimés. Par contre, si on fait la deuxième possibilité qui est git add point, le point ici, pour ceux qui font un peu de Linux, c'est pour signifier que c'est le répertoire racine, donc ce répertoire dans lequel se trouve notre projet. On pouvait également dire, si on avait un répertoire ici, par exemple data, on pouvait dire git add data. Et il va juste ajouter le répertoire data avec ce qu'il contient. Cependant, si on fait ceci, eh bien, on dit à git, eh bien, ajoute tous nos fichiers. Mais par contre, si on supprime quelque chose, eh bien, il ne va pas prendre en compte cela. Donc, voilà. Si on fait un git statut, on peut voir ici que désormais tous nos fichiers sont dans la zone de staging. Alors, est-ce que jusque-là, il y a des questions? Bon, nous allons revenir un peu pour rester focus sur notre VS Code. Est-ce que jusque-là, quelqu'un a une question? Ou est-ce que tout est limpide pour vous? Ok, alors on va avancer. Allô? Oui. Allô? Oui. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Oui, c'est à propos des branches. Si par défaut au début on doit créer une nouvelle branche ou bien on doit travailler sur la branche master. Alors, les branches, nous allons y venir. Mais par défaut, quand on initie un projet, nous avons la branche master qui est par défaut créée. Donc c'est la branche principale. Et plus tard, nous allons pouvoir créer différentes branches. Mais nous allons y venir très bientôt. Donc, prenez votre mal en patience. Nous allons venir bientôt aux branches. Mais par défaut, ce qu'il y a à savoir, c'est que lorsque nous initions notre projet,
par défaut, la première branche qui est, c'est la branche master. Et je pense qu'avec des versions un peu plus récentes de Git, je vais voir un peu quelle version j'ai là. J'ai 2.4, non, j'ai l'avant-dernière version. Donc jusque-là, la branche par défaut qui est créée, c'est la branche master. Mais je crois qu'avec la dernière version, je pense que c'est la version main qui est créée, ou est-ce que c'est simplement au niveau des clients. Les clients Git comme GitHub ou Bitbucket, GitLab, qui par défaut nous créent une branche main au lieu de la branche master. Mais quand nous le faisons en local, premièrement, la branche qui se crée automatiquement, c'est la branche master, comme vous pouvez le voir ici. Est-ce que c'est bon? C'est bon, merci. Je vous en prie. Alors, on va continuer. Donc, ici, nous avons ajouté nos différents fichiers dans notre staging area, n'est-ce pas? Voilà, on a tous nos fichiers ici qui vont être committés, donc qui vont être validés, parce que nous venons de les mettre dans la staging area. Et donc, s'il faut revenir sur l'exemple de l'aéroport et le voyage, eh bien, actuellement nous sommes dans la salle d'attente. Et donc, il suffit donc de dire les passagers du vol 203 à destination de Dakar sont priés de se rapprocher du tarmac pour monter dans l'avion. Et donc, pour faire cela, il suffirait donc de taper une commande assez simple, git commit. Donc, une fois que je vais faire commit, il faut dire git valide. Et qu'est-ce qu'il va valider? Il doit valider donc tous ces fichiers qui se situent donc de la zone d'attente, dans la staging area. Donc, je vais valider ici avec git commit. Il dit waiting for editor, voilà, il ouvre, donc là il va m'ouvrir un éditeur. Et bien ici l'éditeur c'est Vim. Pour ceux qui font un peu de Linux, vous devez connaître un peu Vim. Et pour ceux qui ne le font pas, eh bien il faut s'habituer un peu, il faut essayer de voir un peu Vim, parce que c'est super important. Lorsque vous travaillez avec Git, de comprendre un peu les principes de Vim, pouvoir le travailler dessus assez aisément. Donc, ici, il nous dit, please, s'il vous plaît, entrez un message pour vos changements. Donc ici, pour ma validation, je dois entrer un message. Par exemple, j'ai ajouté tous mes différents projets, où généralement, étant donné que c'est la première validation, généralement on dit simplement, qu'est-ce que je fais? La première chose, c'est qu'il faut entrer en mode insertion. Donc on tape sur I, et là on peut désormais valider nos fichiers. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais taper first commit pour dire c'est ma première validation. Ensuite, je vais enregistrer et je vais fermer. Donc je vais taper sur échappe .wq. Je valide. Et là, vous pouvez voir que là, il a validé au niveau de la branche master tous mes commits que j'ai appelés first commit. Ici, je refais un git là-dessus. Vous pouvez voir que sur la branche master, il n'y a rien à valider. Pourquoi? Parce que j'ai déjà tout validé à ce moment-là. C'est pas. J'ai tout validé. Et il y a une particularité, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au niveau de VS Code, j'ai ici différentes lettres qui se sont affichées. N'est-ce pas? Vous l'avez remarqué, n'est-ce pas? Alors, au tout début, nous avons un U au niveau de notre fichier. Si vous remarquez, attendez qu'il valide, voilà. Nous avons un U. Ce U pour dire untracked. Donc ça veut dire que pour l'instant, ce fichier n'est pas suivi, n'est pas traqué par Git. Pour le moment. Alors, une fois que nous faisons un Git add, Git commence à le traquer. N'est-ce pas? Git commence à le traquer et donc la lettre ici change. Ça devient en added, pour dire que le fichier a été ajouté. Dès que nous ajoutons le fichier, et quand nous committons, commit, on va dire oui, on va attendre que le ligne s'ouvre, on passe en mode insertion, on va dire oui, file, added. Ok, on va valider.
je valide, mon fichier add, mon fichier mi a été validé, et vous voyez qu'il n'y a plus de lettres. Pourquoi? Parce que ça a été validé. Alors, par défaut, hein, VS Code vient avec ce petit système de gestion de version lorsque nous avons Git installé. Il nous permet justement donc de faire un petit suivi ou de gérer un peu nos projets avec Git. Eh bien, nous allons y revenir plus tard. Pour l'instant, concentrons-nous d'abord sur l'interface de ligne de commande avec Git. Alors, ici, on peut voir justement qu'au niveau du statut, eh bien, nous avons Git qui nous dit, eh bien, il n'y a plus rien là, il n'y a rien pour l'instant à valider. Alors, maintenant que nous avons validé notre truc, nous savons comment valider nos projets, nous savons comment valider nos fichiers plutôt, les ajouter, les mettre en staging area avec le git add file, nom du fichier, ou encore un répertoire précis, ou ajouter tous nos fichiers en même temps, tout le contenu de notre répertoire racine avec git add point ou git add -all pour prendre en compte les changements de fichiers, donc soit les ajouts, soit les suppressions. Alors on va accepter quelqu'un qui veut s'ajouter. Alors la prochaine étape, c'est voir comment gérer donc notre historique. Parce que c'est vrai, nous avons ajouté nos fichiers, nous les avons validés, mais nous devons pouvoir avoir cette possibilité-là de voir au niveau de l'historique, parce que justement c'est ça, le versionning. Savoir quelle version, à quel moment, et tout. Comment voir justement donc notre historique, et si possible revenir en arrière, en fonction de ce que nous avions déjà à cette époque-là ou à ce moment-là. Parce que nous pouvons valider certaines choses, nous pouvons ajouter des choses, mais qui désormais n'est plus d'actualité, et donc nous souhaiterions revenir en arrière pour travailler avec ce que nous avions avant de faire des validations. Donc, au niveau de l'historique, premièrement, pour voir justement notre historique Git, eh bien, c'est simple, il suffit de taper git log. Alors, voilà, nous avons ici notre historique. Notre premier commit que nous venons de faire, first commit. Nous avons ici quelques détails, ici et là. Donc, vous voyez la configuration qu'on a fait au début, en disant git config-user.name, le nom ici, et l'email que nous avions ajouté. Et là, ici, nous avons le second commit que nous venons de faire pour file add. Alors, quand c'est comme ça, l'historique devient assez chiant quand nous avons plusieurs, imaginons que nous avons 20, 30, 40, voire même des centaines de commits sur un projet. Affiché comme ça devient très chiant. Ce que nous pouvons faire, c'est dire, du moins ce que nous faisons d'habitude pour ceux qui travaillent déjà avec Git, nous faisons ceci, git log -1. Il va donc nous permettre d'afficher sur une seule ligne nos commits. À la différence de ceci où il y a plusieurs lignes, nous avons ici une ligne sur notre commit et une autre ligne sur un second commit. C'est une vue un peu plus épurée et plus intéressante, on va dire. Parce que sur des centaines de commits, eh bien, ça risque de devenir un peu plus pénible de nous retrouver avec cet affichage-là. Alors, nous avons donc cette façon de voir les choses. Nous pouvons également faire un git log, on va dire, affiche-nous juste 3 lignes, ou une ligne, on va dire. Qu'est-ce que je dis? Oui, c'est vrai. Je raconte un peu n'importe quoi. Il nous faut donc être sur le nombre de lignes. J'ai sauté, on va dire, -n. Affiche-nous une seule ligne de notre historique. Voilà. Donc, il va prendre aussi la dernière ligne de notre historique et juste nous afficher cela, si nous voulons le faire. Ici, comme vous pouvez le voir, nous avons file, added. Cependant, il ne nous affiche pas le premier commit qui a été first commit. Et ça, c'est pour nous faciliter un peu la tâche lorsque nous avons des vingtaines, des trentaines, voire des centaines de commits dans notre historique. Et ça nous aide beaucoup. Est-ce que jusque-là, déjà, vous avez des questions?
Non, pas de question. D'accord, on va continuer. Alors, donc, au niveau de l'historique, on va se dire, tiens, moi, tout à l'heure, j'ai fait un mi.add, j'ai ajouté le fichier mi, mais je souhaiterais revenir avant l'ajout de ce fichier-là. Parce que, imaginons, j'ai plein de trucs que j'ai fait, et je souhaiterais revenir justement avant l'ajout de ce fichier. Donc au niveau du first commit, on va voir. Online. Voilà. Donc on va revenir à ce niveau-là. On va revenir ici. Alors la première chose, c'est de voir comment c'est possible. La première commande qui nous permet de faire cela, c'est la commande checkout. Ici, on va revenir sur ce commit. On va donc appeler le commit par sa clé. Ici, c'est une clé chat, pour ceux qui connaissent un peu Linux encore. En fait, il faut savoir que Git, c'est plus du Linux, hein, c'est du Linux. Avant même au début, je crois qu'il ne fonctionnait pas encore sur Windows au début quand il a été créé. Donc, il se base sur du Linux et donc, principalement, vous allez rencontrer des commandes ou encore des aspects qui sont intrinsèquement liés au monde du Linux. Voilà pourquoi, par exemple, ici, nous avons une clé chat. Donc, on va prendre F2 à 98. On va faire un checkout. Il note git commit. Ah oui. Je sais pas ce qui me passe par la tête. Je le sais. Did not match file no git. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va continuer un peu ici. On va dire. Ah oui. Au lieu de taper un checkout, c'est F. Oui, c'est mieux de copier. Hein. Si vous me voyez faire des bêtises, oui, voilà, c'est même mieux. Je vais copier. Tu copies et tu fais clic droit coller. CTRL, clic droit, il va coller. En effet. Merci beaucoup. Voilà. Donc ici, on est sûr qu'on a bien notre clé commit. Donc on va faire un checkout. Oh là là là. Voilà. Alors, vous voyez ici que désormais, eh bien, le VS Code me dit déjà que ici mon fichier a été supprimé. Ah, vous voyez, il y a un délai à la fin ici, et mon petit message. Et voilà, mon petit mi a été supprimé. Je suis donc revenu au first commit avant l'ajout de mon fichier mi. Et vous voyez là, Git va faire quoi? Il va considérer ce commit comme étant une branche. Le problème vraiment avec cette méthode, c'est que lorsque nous faisons cela, eh bien, il nous crée une branche, une timeline isolée, comme une branche, mais une branche qui n'existe pas, puisque à la base c'est un commit, n'est-ce pas? Donc ici, par exemple, si nous venons au niveau des services, nous ajoutons HTML5, disons visite sur une branche multiple, par exemple, on va faire un git add sur les points, pour ajouter notre fichier, on va dire git commit, on va revenir ici, on va repasser un monde d'insertion, on va dire branche qui n'existe pas. Voilà, on va revenir là. Voilà, je viens de faire un commit pour valider donc les modifications apportées sur mon fichier service. Ok. Et si je retourne donc sur ma branche master, toujours avec la même commande git checkout, je dis master. Je n'arrête pas de faire des bêtises avec cette commande checkout. Voilà. Vous pouvez voir que je reviens sur ma branche master où le fichier mi est toujours présent. Et que service ici pour l'instant
puisque sur la branche master, je n'ai rien fait du tout, et donc service n'a rien. Mais si je revenais, je vérifiais l'historique de mon Git, eh bien, j'ai toujours 2 commits. Je n'ai pas le dernier commit que j'ai fait lorsque j'étais sur la branche, ou du moins sur le commit FAF2 à 98. Pourquoi? Parce qu'il y a Git ne considère pas cela comme une branche à part entière de notre projet, mais plutôt une branche fictive destinée à nous montrer simplement l'état de notre projet au moment où nous avons validé ce commit-là. Donc c'est très important de savoir cela parce que plein de personnes, moi je me souviens qu'au début, quand j'ai commencé avec Git, eh bien je faisais Git checkout, je repartais sur le truc, et je me mettais à travailler, Lorsque je revenais sur master, eh bien j'avais tout perdu. Et je ne comprenais pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passait? Parce que eh bien, je n'avais pas l'information que cette branche-là, quand elle devenait une branche, parce que c'est à la base c'est un commit, quand elle devenait une branche, eh bien, ce n'était qu'une branche fictive qui n'existait pas. D'accord? Et ça c'est important à savoir. Alors ce que nous pouvons faire ici, c'est donc, au lieu de faire git checkout, on va dire FA tout simplement, on va donc prendre git checkout. Ah ouais, je suis plus prudent avec cette commande de checkout. Je vais copier, je vais coller et je vais dire mi.html. C'est qu'il dit quoi? Git not match in file. Ah oui, c'est pas faux. Là encore, je commets une bêtise. Mais c'est pas grave. On va donc, ce qu'on va faire, c'est que on va revoir notre historique. Online. Oui, je suis bien au niveau de first commit. Je vais revenir sur mon commit précédent. Pour le faire assez simplement et aisément, on va utiliser une commande git qu'on va appeler la commande revert. Revert va nous permettre de faire plein de choses, mais entre autres de manipuler notre historique. Donc si je faisais un git revert, qu'est-ce qui va se passer? Il va annuler le commit que j'ai fait juste après le dernier commit sur lequel je me rends. Donc par exemple ici, si je fais un git revert à ce niveau, il va annuler tous les commits qui sont au-dessus de ce commit précédent. Donc on va y aller, on va faire un git revert ici, et on va coller notre cléchat du commit first commit et entrer. Alors ici, voilà, il m'ouvre encore une fois de plus Vim, doit entrer un message, un autre revert. Alors généralement, on peut laisser comme ceci, ou entrer un message personnalisé si vous voulez, peu importe. Moi j'aime bien laisser revert pour savoir que, bien, à ce moment-là, j'avais créé un revert. Donc il va créer un commit qui va un revert, donc il va annuler justement les commits précédents, les commits suivants, le commit sur lequel on veut revenir en arrière. Donc moi je vais laisser comme ça, je vais valider et sortir. Alors, oulala, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, l'une des choses à faire très attention. Qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu de revenir sur le fichier avant la création du fichier mi ici, n'est-ce pas? Il est revenu, il a supprimé tous les fichiers qui n'étaient pas sur le commit FA. D'accord? Donc, j'ai supprimé ce commit-là au lieu de supprimer ce commit. Donc, si je fais un git log-online, vous voyez ici que, qu'est-ce qui se passe? J'ai donc mon revert qui s'est ajouté. J'ai bien sûr mon mi-file add et mon commit ici. Mais
comme vous pouvez le voir, eh bien, tout ce qui était sur ce commit-là, eh bien, c'est parti. Ça a été supprimé. Alors, je peux également revenir sur mon revert en faisant git revert. Je vais faire ceci. Et voilà. Il me dit reapply. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Parce que c'est évident, nous sommes des hommes, nous pouvons commettre des erreurs. Donc on doit pouvoir avoir la possibilité de revenir en arrière de la bêtise que nous venons de commettre. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Git va me dire, bon, je vais réappliquer ce que j'avais désappliqué parce que le revert justement permet d'annuler ce que nous avons fait. Donc je vais annuler cette annulation en faisant un reapply. Donc je vais réappliquer cela. Et donc je dis, c'est OK, tu vas réappliquer donc mon first commit. Et donc, revenir là-dessus. Ouais, on va laisser reapply. On va ressortir et dire que tout est OK. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va revenir en arrière, il va aller recréer mes fichiers et automatiquement il va les mettre dans la zone de staging ou encore les valider directement. Et voilà, qu'est-ce qu'il fait? Il les valide, il remet mes fichiers comme ils étaient. Donc ici nous avons 5 fichiers, 12 insertions, et voilà les fichiers en question. Si nous revenons au niveau de nos services, au niveau de l'index plutôt, voilà, nous avons notre home ici que nous avons créé. Ici on n'avait rien mis. Oui. Donc, ici voilà, nous avons nos fichiers. Ici il faut faire un git log-one-line. Vous voyez, nous avons ici notre revert qui a été fait et notre reapply qui a été fait. Donc, ce qui a eu pour effet de remettre nos fichiers. Donc, si nous voulons supprimer toujours le fichier mi, on va donc revenir sur git revert toujours. Cette fois, on va prendre ce commit là, parce que c'est ce commit qui a justement permis de valider notre fichier mi. Donc, on va le faire ici. On va revenir ici à ce niveau-là. Oui, je reviens. J'arrive, finissons cette partie-là et puis on va. Alors, je valide. Et voilà, nous sommes revenus en arrière dans notre historique afin de supprimer ou encore d'annuler la validation de notre fichier mi.html. Alors, quelqu'un a une question? Oui, j'ai une question, mais avant, je voulais d'abord signifier que l'appel prendra fin dans une minute, dans moins d'une minute. Il y a une notification que je... D'accord, donc nous allons revenir rapidement. Oh là là, comment j'ai créé cet appel? S'il faut générer un autre lien, le mettre déjà dans le chat pour ne pas perdre tout le monde. Yes, yes, yes. On va donc revenir rapidement. Allez, c'est parti. Alors je dépose ça dans le chat ici. Oula.
Alors, bon retour parmi nous. Alors, je sais pas pourquoi j'ai créé un lien qui durait 1 heure. Bon, comme c'est par défaut, j'avais certainement oublié de mettre dans mon calendrier 2h30. Mais qu'à cela ne tienne, Bérénice, tu avais une question. Oui, excusez-moi parce que tout à l'heure il y a eu coupure, donc je vous avais perdu. J'ai pas bien pu suivre l'importance du Git revert. Je sais qu'il y en a généralement 3 qu'on utilise. Il y a le Git checkout, mais qui ne permet pas de modifier carrément une branche ou bien un commit. Il y a le Git revert qui permet de le modifier et le Git reset. J'arrive pas souvent à cerner un peu d'abord la différence entre le Git. Le reset, je crois qu'il écrase l'historique du fichier. Par contre, le Git revert, j'ai pas suivi comment tu as fait. Si tu pouvais juste réexpliquer pour moi un peu ça. D'accord, il n'y a pas de souci. Ok, alors, avant d'arriver à reset, on va commencer par parler de revert, d'accord? Alors, première des choses, on va recréer notre fichier. On va recréer notre fichier Git. Bon, on va pas utiliser ceci, on va juste recréer un fichier. Regarder un peu. Pour revenir un peu dans l'histoire, d'accord? Ici, par exemple, je vais faire ceci, je vais donc ajouter notre fichier. Voilà, on va donc ajouter notre fichier. Voilà, on va le valider. Alors, je voulais revenir sur une chose. D'abord sur Git commit. Je vais donc en profiter. Moi, déjà, je trouve ça pénible si à chaque fois, lorsqu'il faut faire un commit, il doit m'ouvrir un Vim, mettre un message, ensuite valider, revenir. Bon, je trouve ça chiant. D'accord? Ceux qui travaillent ici, ceux qui travaillent déjà avec Git, je pense que vous serez d'avis avec moi. Alors, pour pallier ce problème, on va directement faire un "-m". On va mettre git commit-m pour dire, voilà, moi je veux pas que tu m'ouvres Vim à chaque fois, je vais mettre mon message ici directement. On va dire once again add me file. Ok, maintenant mon fichier il est ajouté. Il a été validé. On peut voir ici déjà. Il n'y a plus de lettres A ou U sur son côté. Donc, si on revient sur git log, sur notre historique, on peut voir qu'ici nous avons donc notre commit qui a été ajouté. Ok. Mais remarquez une chose. Ici, nous avons toujours, sachant que nous sommes revenus, nous avons toujours notre commit ici que nous avions fait, mi.add file add. D'accord? Ici, nous pouvons facilement revenir sur ce commit également. Ça, c'est une chose de noter. Donc, si je fais un git revert, je fais un git revert ici sur ce commit là. Je reviens en arrière. Je reviens en arrière sur ce commit précis. J'annule donc tout ce que j'ai fait sur ce commit et donc l'ajout de notre fichier mi. Mais cependant, je garde dans l'historique le commit dans lequel j'ajoute ce fichier. D'accord? Ce qui fait que si je le souhaite, eh bien, je peux revenir au niveau donc de ce commit et dire bon, je vais revet ou encore je vais reapply comme on l'a vu ici. Je veux reapply ce que je viens d'annuler. Donc je vais annuler mon annulation ici. Donc je peux annuler cette annulation et dire bien reviens derrière et donc remets-moi mon fichier mi.html. Alors la différence
avec reset, c'est que si je fais un reset ici, par exemple, je fais sachant que reset, il y a plusieurs types de reset, mais si je fais un reset --hard, par exemple, donc il va le faire de manière forte, comme le mot hard l'indique, il va supprimer dans l'historique également le commit. Donc ce qui veut remettre à dire que ici, nous n'aurons plus ce commit où nous ajoutons ce fichier-là. Il va disparaître de l'historique. Donc si nous le souhaitons, nous ne pourrions plus revenir en arrière où nous avions ce fichier-là créé dans cette validation-là. Ça veut dire que si nous voulons avoir le fichier mis, il faut le recréer. Alors qu'avec le revert, eh bien, on peut revenir en arrière et dire, bon, moi je vais apply. Je vais revenir soit sur faire un reapply ici, de mon revert, soit revenir directement au niveau du commit où j'avais créé ce fichier. Est-ce que tu vois la différence? Donc, si je comprends bien, en fait, le git revert, en fait, il annule les modifications qui ont été apportées durant ce commit, en fait. Voilà, il annule ces modifications, il y revient. Mais, par contre, avec git reset, il va annuler, mais il va supprimer également. Donc, nous n'aurons plus aucune trace du commit sur lequel nous sommes revenus. Donc, si ce commit était donc once again hide file, eh bien, nous n'aurons plus ce commit-là. Il va le supprimer. D'accord. Et si on veut restaurer en fait le contenu de ce commit, on utilise le git reapply. Oui, on va faire un git revert toujours, mais dans le revert, on va revenir, voyons, on va faire git revert. Donc je vais tenter de revenir ici, n'est-ce pas? Puisque c'est ici que nous avons annulé. Quand je vais faire un git revert, automatiquement, Git va me dire, eh bien, tu as fait un revert, tu veux faire un revert sur un revert, donc c'est un reapply. Puisque nous annulons justement une annulation. Donc déjà, comme vous pouvez voir ici, avant de valider, il me remet déjà mon fichier. Et automatiquement, il valide ce fichier puisque nous avions un commit derrière. Et donc quand j'ouvre ici par défaut, il me met un message, reapply. Tu vois, donc la première des choses c'était un revert. Et la seconde, c'est donc reapply once again. Pourquoi? Parce que nous avons revert la première fois. Et là, nous revenons sur notre revert et donc nous réapplyons. S'il faut le dire, c'est dégueulasse, mais bon. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça. Ici, ce que je veux faire, c'est que je vais valider. Voilà, et donc je reviens en arrière, où j'ai mon fichier, mis, créé, et validé dans mon fichier, dans mon dossier, ou du moins dans mon projet. Pourquoi? Parce que, eh bien, je suis revenu en arrière d'une annulation ici. Est-ce que c'est bon? D'accord. Oui, c'est bon. Est-ce que tu peux faire un git log OneLine, s'il te plaît? Je vais juste le rendre. Faire un git log OneLine. Et donc voilà, nous avons notre revert ici, et nous avons notre reapply qui est juste là. Ah, d'accord, super. C'est clair. C'est bon pour moi. Ok. Alors, tout à l'heure, nous avons fait un git commit-m, et donc c'est pour dire que à chaque fois que nous faisons des commits, n'ouvre pas vim pour nous donner la possibilité d'ajouter un message. Nous voulons ajouter notre message nous-mêmes en faisant -m et notre message ici. D'accord? Il y a une chose aussi que nous pouvons faire lorsque nous ajoutons nos fichiers dans la staging area. Parce qu'après, on peut se perdre, on peut se dire, bon, ici je vais ajouter un fichier Bérénice pour la dédicace. On va dire HTML, c'est plus rapide. On va dire, on va mettre en P. Bérénice, c'est joint à nous. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un git add. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai mis mon nouveau fichier dans la staging area. On sait tous désormais ce que c'est que la staging area. D'accord? Alors ici, comme je vois, eh bien, j'ai un fichier qui se trouve donc dans ma staging area et qui est prêt à être validé. Par contre, on me dit non. J'ai des modifications à faire sur ce fichier avant de le valider. Et donc, je veux qu'il revienne, qu'il sorte. Je veux le sortir de la staging area. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Première des choses, nous avons déjà une possibilité ici que Git nous donne. Git restore. Nous venons de voir Git revert. Eh bien, allons voir désormais Git restore. Donc, Git restore ici, comme son nom l'indique,
il va nous permettre de restaurer des choses, certaines choses. Comme ici par exemple, les fichiers qui sont stagés. Donc staged, ça veut dire stagé, ou encore mis dans la zone de staging en français. Donc, il suffit donc de récupérer ceci. Et on va dire Berenice, puisque c'est ce fichier-là qui est dans la zone de staging ici, n'est-ce pas? On va faire cela. Il va donc retirer notre fichier de la zone de staging. Et déjà, premièrement, à première vue, comme vous pouvez voir ici, il redevient en U. Ça veut dire que notre fichier n'est plus traqué. Si vous ne travaillez pas avec VS Code, du coup, vous n'avez pas cette vue-là. Vous refaites donc git status pour voir. Eh bien, nous avons ici notre fichier qui n'est plus traqué parce que nous sommes revenus en arrière. On peut également faire la même chose. Au lieu de faire un git restore-stage, on va faire un git rm-r, toujours Linux, un R pour récursif. Imaginons ici qu'on a plusieurs fichiers ou encore les répertoires et tout. On va donc faire cached. Bon, ça c'est vrai que c'est une commande qui n'est plus très utilisée, mais elle fonctionne toujours. D'accord? On peut faire ça. Et on va dire, reviens-nous derrière. Ah, je vais spécifier le fichier ici, berenice.html. Voilà. Comme vous pouvez le remarquer, mon fichier, eh bien, il n'est plus du tout traqué. Pourquoi? Parce que je l'ai sorti du cache de Git ou encore de l'index de Git ou encore de la zone de staging. Donc on a plusieurs possibilités de faire la même chose avec différentes commandes, peu importe. Si vous êtes à l'aise avec restore, vous faites avec restore. Si vous êtes à l'aise avec rm-r, vous le faites. Cependant, il y a des petits trucs qu'il faut éviter. rm par exemple est très dangereux. Imaginons que je souhaite, par erreur, eh bien, je vais faire git rm -r et puis je vais mettre un point ici, dire le répertoire racine. Et je vais faire ça. Ah, ici pour l'instant, je n'ai pas de fichier qui match. Alors je vais on va faire ceci, on va ajouter un peu n'importe quoi. On va ajouter un peu n'importe quoi, on va dire liste. On va taper ici. Hello world. Ah oui, je ne pouvais pas finir sans mettre du hello world quand même. Voilà, nous avons. Voilà. Alors, je vais faire un git A ici. Alors, il y avait également une chose que j'ai omis de dire lorsque nous faisons notre commit. Ok? Vous voyez ici la différence entre Berenice et les autres fichiers, c'est que les autres fichiers sont M, pour dire modified, donc les fichiers ont été modifiés. Donc ça veut dire qu'ils sont déjà traqués, et là on est simplement en train de les modifier. Par contre, Berenice, lui, il n'est pas encore traqué du tout. Donc, même si on apporte des modifications dessus, titre 3, et bien on voit que, à la différence des autres, il est toujours en U. Pourquoi? Parce qu'il est toujours pas traqué. Donc du coup, Git ne sait pas s'il est modifié ou pas. Parce que Git ne le traque pas, Git ne le gère même pas du tout pour l'instant. Parce qu'il n'est pas encore traqué. Git, c'est juste qu'il y a un fichier qui s'appelle berenice.html qui n'est pas dans son index. D'accord? Donc, on va le traquer pour commencer. Git add, on va dire Berenice. On va faire un commit. On va dire adding Berenice file. Ok.
Maintenant, nous allons faire notre commit. On va le modifier. On va dire FI, list aussi. Alors, désormais, il va se retrouver comme les autres fichiers en mode modifier. Quand on fait un statut, et bien voilà, nous devons modifier tous ces fichiers là. Et bien, Bérénice est comme nous parce que désormais, Git le traque. Alors, au lieu à chaque fois de faire un git add, point ou -all, ensuite git commit, et bien nous pouvons le faire en une commande. Parce que nous, généralement, les informaticiens, ceux qui sont dans le monde de l'IT, on est très paresseux. Du coup, on veut au maximum réduire les choses à faire. Donc, pour cela, il suffit de faire un git commit-a-m. Mais étant donné que c'est du Linux, on peut donc les mélanger ainsi, pour faire am, et dire tous mes fichiers, et je valide. Du coup, il va en même temps les ajouter en staging et les valider directement, sans pour autant faire un git add -a, all, ou encore git add -point. Donc ça, c'était quelque chose à connaître qui est super important. Pourquoi? Parce que ça nous fait gagner du temps. Alors, maintenant que nous savons ajouter nos fichiers directement, faire un revert au besoin, nous pouvons donc continuer dans notre manipulation de l'historique. Donc, on va voir le git reset que permet de faire git reset. Alors, reset, c'est une fonction assez dangereuse à faire. Pourquoi? Parce que quand il est pas très bien manipulé, il peut nous faire des choses assez bizarres qui peuvent nous compliquer la vie. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, comme on l'a vu avec git, ou encore on l'a dit, le git reset-a, qui permet justement de supprimer des commits dans l'historique, et bien ça c'est dangereux. Pourquoi? Parce que peu importe où on se trouve, donc même si on travaille en remote et qu'on fait un git reset, on va supprimer cette historique là. Quand on va envoyer notre projet en remote, et bien pour les autres également, qui vont récupérer cette partie-là, cette partie du projet, cette mise à jour, ils auront donc cette partie de l'historique qui sera effacée. Voyez-vous? Alors imaginons que je travaille avec vous travaillez en équipe, tous ensemble, et bien Bérénice a des commits qu'il a effectués au niveau de la branche master lors d'un merge qui avait justement ajouté l'historique dans notre projet. Et donc il souhaitait revenir sur un commit précis. Et moi de mon côté, j'ai fait un hard qui justement supprime cette historique-là. Vous voyez un peu la gêne, n'est-ce pas? C'est gênant, pourquoi? Parce que Bérénice de mon côté, il ne veut pas revenir sur cette historique-là, ce commit précis. Parce que moi, de mon côté, je l'ai supprimé. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire qu'il faut utiliser avec précaution. C'est pas quelque chose qu'il faut faire juste à la va-vite, revenir en arrière en supprimant les commits. Autant faire un revert qui, lui, il revient en arrière, mais il préserve justement les commits dans l'historique, il préserve l'historique intact. Et ça, c'est très important. Mais allons voir quand même cette commande qui est, à bien des égards, utile. Donc, premièrement, reset a plusieurs modes. Le premier, on a le mode soft. Quand on est en mode soft, il va nous permettre de revenir en arrière en faisant quoi? Il va laisser les différentes modifications apportées à cet instant T-là. Donc lorsque nous revenons en arrière sur un commit précis, eh bien, les modifications qui étaient apportées à ce commit-là vont revenir dans les fichiers. D'accord? Imaginons ici, dans Bérénice, pendant ce commit, je reviens en arrière sur ce commit-là. D'accord? Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va remettre justement donc, ces modifications ici et mettre ces modifications en staging arrière. Et il nous tiendra donc à nous de valider ces modifications-là, ou de les prendre en compte, les supprimer, ou faire ce que nous voulons de ces différentes modifications. Alors, il y a également le mode mix. Bon, je vais les écrire ici. Donc, on a par exemple git reset on a dit qu'on avait soft. Et là, on a le mode mix. Et on a le mode hard. Voilà.
Nous avons donc ces trois modes-là. Et le mode mixte, c'est le mode utilisé par défaut. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va revenir en arrière en laissant les modifs dans les fichiers, mais il ne va pas les stager. Commençant, on va prendre un exemple. Nous allons revenir sur ce reapply. Voilà. Comme ça, comme ici, à partir de là, nous avons fait principalement des apply et des revert. Donc on va revenir ici. On va faire un git, reset, tirer. Normalement, on doit faire un tirer soft. Donc là, première des choses, où est-ce qu'on le fait? On fait notre reset où on le fait sur notre index git, d'accord? Donc on va appeler notre index ici head, ou encore tirer, tout simplement. On va commencer avec head. On va dire head. Alors, on va revenir. Ce qui est intéressant avec head, c'est que nous pouvons choisir le nombre de commits sur lesquels nous devons revenir. Nous voulons revenir. Par exemple, actuellement nous sommes sur ce commit-là, n'est-ce pas? Et moi je veux revenir sur ce commit-là, par exemple. Donc, on va revenir sur le commit, on va revenir sur 1, 2, 3 commits. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ici 3 accents circonflexes. Donc, je vais dire 1, 2, 3. Voilà. Donc je vais mettre git reset head, tirer 3 accents circonflexes. Ensuite je vais mettre mix. Et je valide. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Il me fait donc il revient en arrière et il prend en compte les modifications de ceci. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il fait? Alors, je vais faire un liste là-dessus pour que vous puissiez avoir une vue là-dessus. Vous allez voir que il ne stage pas ces différents fichiers, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que ici, nous avons les fichiers que nous avions avant, nous n'avions pas avant, mais que nous avons créés, du coup qui ne sont pas traqués. Et ici, nous avions des fichiers que nous traitions déjà, mais qui étaient modifiés. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il les considère, mais il ne les met pas dans la zone de staging. Alors, vous pouvez le voir ici, nous avons donc Perennis, qui a été créé, donc les modifications sont bien là, mais qui ne sont pas stagées. Et ici, nous avons Mi également, qui à cette époque a été créé. Bon, à cette époque, ça n'était même pas présent, parce que si je vois bien ici, nous sommes revenus, oui. Et donc, les modifications sont bien là. Alors, quitte à nous de dire, bon, on va faire un git add, je vais tirer all. Oh là. Pour qu'il puisse tout ajouter dans la zone de staging. Et git commit-m, on va dire reset mixed. Voilà. Et nous avons ajouté nos 5 fichiers dans notre commit. Si je fais un git status, on va voir que je n'ai plus rien. Voilà, nothing to commit. Ok. Donc ça c'est un mode. Je peux revenir sur un git one line. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez déjà qu'il y a une différence dans notre historique. Pourquoi? Parce que ici, nous avions adding, par exemple, adding Berenice file. Quand on revient là, on voit que adding Berenice file a disparu. Pourquoi? Parce que reset, justement, supprime les commits de l'historique. Donc, on va voir que tous mes fichiers, adding Berenice file, reply once again add file, add me file, ont disparu. N'est-ce pas? Il nous reste juste revert et le dernier commit que nous venons de faire. Donc ça c'est important à savoir. Parce que lorsqu'on fait un reset, eh bien, il faut s'attendre à ce que notre historique puisse disparaître justement. Alors ça c'est le premier, ce qui fait par défaut. Ce qui fait par défaut la commande reset. Donc, on pouvait également faire reset
on va dire aide. D'accord? On va mettre notre trois axes complexes. Sans pour autant dire mixed, on met le nom de. Ici nous avons fait quoi? Il est où déjà? Bon, c'est pas grave, on peut revenir au niveau 2. Voilà, ici nous avions fait quoi? Ici nous avions fait. Voilà. Donc nous avions ajouté ici notre mixte. Donc on peut le faire sans pour autant ajouter le mix. Eh bien, il va faire un mixte parce que c'est par défaut qu'il le fait, n'est-ce pas? Mais non, s'il faut revenir derrière, on va faire en prendre en mode soft. Nous venons dans le fichier Bérénice, on a donc vu le mode mixte. On va revenir sur le mode soft. On va dire git reset, tirer. On va revenir sur deux commits. Donc on va dire ceci. Deux actions circonflexes. Tirer. Soft. Oula. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, c'est bien cela. Bon, on va garder le head pour ne pas se faire mal à la tête. On va prendre deux actions séquences pour dire qu'on revient sur deux commits en arrière. Et on va prendre soft. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il est revenu sur deux commits en arrière. En faisant quoi? En supprimant. Voilà. En supprimant ici tous mes fichiers, le commit qui s'appelle tous mes fichiers, et le commit adding Bérénice file. Non, il revient même sur, parce que nous sommes ici, il revient sur ça et ça. Donc qu'est-ce qu'il nous laisse? Il nous laisse ceci, à partir de là. Comme vous pouvez le voir ici. Once again, j'ai quoi ici? 2, voilà. Il revient sur once again, admin file. Et il nous laisse les autres. Donc ça fait quoi? Ça fait l'effet de réduire justement notre historique, eh bien, en nous empêchant de remonter ou de redescendre à notre souhait. Et ça, c'est dangereux. Mais la particularité de soft, c'est que il stage justement les fichiers. Voilà, on voit que ici, à la différence de mixed, il a déjà stagé nos fichiers. Et tout ce qu'il nous reste à faire, eh bien, c'est faire un git commit. Git commit-m. On va dire reset soft. Voilà. Nos fichiers désormais sont stagés. Et le dernier, le plus dangereux d'entre tous, c'est git reset hard. Et bien lui, il est très dangereux. En tout cas, comme on indique, il est ni soft, ni hard, ni mixed. Il est super hard et il est très hard. Lui, ce qu'il va faire, on va d'abord faire un git log. Tirer online. On va revenir dans celui-là cette fois. On va dire. Reviens-nous dans le commit seulement. Donc il va prendre le commit sur lequel nous sommes. Ensuite, un commit en arrière. Tirer hard. Elle is now out once again. Ok. Désormais, nous nous trouvons ici. Once again file. Si on fait un git log -one-line, eh bien voilà, nous sommes désormais ici. Et où nous avions ajouté Bérénice file, eh bien, ça n'existe plus. Pourquoi? Parce que nous avons supprimé et nous sommes revenus en arrière dans notre historique. Donc il n'y a plus de possibilité de revenir pour réapply comme avec le revert, pour réapply et réavoir notre fichier Bérénice
.html. Et donc c'est plus possible. Parce que eh bien, nous avons fait les choses de manière hard. Heureusement ici que nous avons VS Code qui nous laisse quand même afficher le fichier. On peut re-sauvegarder si nous le souhaitons. Mais dès qu'on ferme comme ceci, eh bien au revoir. On n'a plus rien, plus de traces de Bérénice.html. Alors, est-ce que jusque là vous avez des questions? Parce que c'est une zone très importante à comprendre. Et ça, si on ne le comprend pas et que demain on se retrouve sur un projet en collaboration, en entreprise, et que nous nous mettons à faire des resets bêtement, eh bien, rassurez-vous, on ne va pas faire long feu. Du code va commencer à disparaître, et lorsqu'on va rechercher dans l'historique, eh bien, on va voir que j'aime à supprimer de l'historique, eh bien, j'aime merci pour ton travail, mais non merci, au revoir. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Des préoccupations? Ok, alors on va continuer dans notre tissage vite. Alors, on a vu, donc s'il faut déjà résumer, on a vu comment configurer rapidement notre projet, comment initialiser le projet, comment le configurer rapidement, comment ajouter des fichiers dans la staging arrière, comment valider nos modifications, comment consulter l'historique, revenir en arrière sur l'historique avec revert et reset sur 3 différentes manières avec reset. Nous avons vu le mode soft, le mode mixed et le mode hard qui est à prendre avec beaucoup de précautions. Alors maintenant, voyons comment nous pouvons travailler avec d'autres personnes ou encore sur des projets en entreprise, en open source et tout, avec les branches. Parce que c'est vrai que nous travaillons, déjà nous savons comment valider nos projets, mais tout ça, ça se passe sur la branche master. Et ça également, c'est très dangereux. Parce que la branche master, ou la branche main aujourd'hui, c'est la branche qui est destinée à la production. Et on ne peut pas directement travailler dessus, comme ça, en tout bouchon, venir, voilà. Et donc, ce qu'on va faire généralement, c'est qu'on va créer des branches, commencer à travailler sur ces branches-là, et ensuite, demander ou faire des merges. Donc, fusionner ces branches-là à la branche master pour ensuite soit tester, soit mettre en environnement de staging, soit, peu importe. Ça, on va voir ça plus tard. Mais en tout cas, le but, c'est d'avoir une branche parallèle. Hein. Une branche, c'est quoi? Une branche, c'est, on va dire, une timeline parallèle, une timeline isolée, qui contient toute notre branche principale, sur laquelle on a tiré cette branche-là, sur laquelle on va faire les modifications de manière isolée. Et une fois qu'on a terminé ces modifications, on se dit, bon, le travail est fait, c'est bon, j'ai terminé, et bien on va fusionner donc ce travail avec la branche principale sur laquelle notre projet va aller en production ou en staging. Donc, voyons comment travailler avec les branches dans notre projet. Alors, pour travailler avec les branches, et surtout, quand vous travaillez même chez vous, tout seul, et que vous avez des questions, vous avez des points d'interrogation sur certaines choses, surtout n'hésitez pas à faire ceci, git branche, ou encore ce que vous souhaitez, hein, si c'est reset, si c'est peu importe, vous faites un tiret sur help, parce que c'est très important. Vous allez voir tout le manuel lié à cette commande-là. Donc si on fait git help, il va nous ouvrir justement une page HTML sur Windows, en tout cas. Sur Linux, généralement, c'est dans le terminal, dans laquelle il va vous montrer eh bien, toutes les différentes étapes, comment utiliser cette commande principale. Bien, alors ici, première chose, consulter les différentes branches qu'on a sur notre projet. Si je fais git branche, je peux voir qu'ici, pour l'instant, nous n'avons qu'une seule branche, la branche master. Il se peut que nous ayons des branches qui sont cachées. On va faire git branche-a. Eh bien, toujours pas. Parce que généralement, nous avons peut-être des branches en remote qui sont cachées, que nous pouvons appeler également. Et avec git branche-a, nous pouvons justement les afficher et les utiliser au besoin. Ici, pour l'instant, nous n'avons qu'une seule branche, qui est la branche master. Alors, pour créer une nouvelle branche, eh bien, c'est simple. On va dire git
branche, on va dire. Pour l'instant, on va plus. Ici, nous avons Git, nous avons un projet, nous avons la branche master. Nous voulons travailler sur de la QA. Donc, on va ajouter par exemple des tests dans notre projet. On va dire Git branche QA. Alors, qui va créer la branche QA? Si on fait Git branche, cette fois, eh bien, on va voir que désormais nous avons deux branches. Nous avons la branche master et la branche QA. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On veut switcher donc justement pour aller créer nos tests, écrire, les exécuter, et ainsi de suite. On va dire Git, comme nous l'avons vu tout à l'heure, Git checkout, qui va nous permettre donc de switcher, ou encore de passer d'une branche à une autre. Et QA, le nom de notre branche, on va passer directement dans notre branche qui est, voilà, Git nous dit switching to branch QA. Donc il est passé à la branche QA. Et VS Code nous montre également ici que nous sommes sur la branche QA. Voilà pourquoi j'aime bien travailler dessus, parce que sans pour autant interroger certaines choses, eh bien j'ai déjà des réponses qui sont là à mes yeux, sous mes yeux. Donc je peux me passer de taper Git branche à chaque fois pour savoir sur quelle branche je suis. Automatiquement je vois déjà ici que j'ai Git, je suis sur la branche QA. Et là c'est quand nous sommes sur le terminal de Git. Hein. Si nous sommes sur PowerShell par exemple, on n'a pas cette possibilité là. PowerShell, je sais pas parce que là ce matin ma machine elle est plutôt lente. Qu'à ça ne tienne. Bon, je commence à m'impatienter. Voilà, on va supprimer ce terminal. Mais il faut savoir que si nous sommes sur CMD, sur PowerShell ou encore terminal, on n'aura pas cette vue-là. On n'aura pas cette vue. Par contre, si nous sommes sur Git Bash, eh bien, nous aurons cette vue qui nous dit déjà sur quelle branche nous sommes. Alors, rapidement, on va créer des petits trucs. On va créer un fichier. On va créer un fichier. On va prendre un fichier d'abord. Non, un fichier, c'est plus simple. Donc, on va dire ici un. Voilà, on va dire spec. Voilà. TypeScript. Alors, ici, on a le fichier test. On va mettre n'importe quoi. On va dire constant. 5. Ok. Voilà. On a notre fichier de test. On imagine dans lequel nous avons des tests end-to-end pour gérer notre projet. Pour tester justement notre projet afin d'exécuter des tests end-to-end. Alors on peut voir ici que principalement si on fait un git log-1live, étant donné que nous avons tiré notre branche depuis la branche master, donc nous avons gardé l'historique de la branche master. Voilà. Ici nous sommes sur QA, qui est dérivé de master, et bien nous avons hérité justement de l'historique de la branche master. Donc, ici, étant donné que nous sommes sur la branche master, la branche add et QA, je vais donc ajouter mes tests. J'ajoute mes tests, je les valide, commit, on va dire, on va éviter de réécrire désormais, on va dire add test file. Voilà, j'ai mon fichier de test qui est ajouté. Si je fais un git, je refais un git log, on va dire sur le end. Voilà. Oh. Qu'est-ce que je fais? On va juste dire OneLine, voilà, c'est mieux. Comme ça, on va avoir tout l'historique. Voilà. Donc ici, on peut voir que sur la branche, au niveau de l'index de Git, sur la branche QA, eh bien, on a ajouté une nouvelle validation, un nouveau commit. Et on peut voir que le reste ici, eh bien, c'est la branche master. Donc, si nous retournons sur la branche master, déjà on peut voir que le fichier test n'existe pas ici. Et qu'on fait un log
OneLine, on voit que nous n'avons pas l'historique adding test file. Pourquoi? Eh bien c'est simple, parce que nous ne travaillons pas directement sur la branche master. Donc, imaginons qu'ici moi je suis un QA, j'ai récupéré la branche master en local et j'ai créé une branche QA. Eh bien celui qui a la branche master chez lui de son côté, eh bien il n'aura pas cela, parce que moi je travaille en local chez moi, d'accord? Il n'y a pas encore de remote sur lequel envoyer mon code avec cette branche-là. Et même si je devais l'envoyer avant, je pense que je ferais une fusion d'abord, et puis voilà. Donc je n'ai pas justement l'historique de la branche QA sur ma branche master. Alors il y a une chose intéressante que je voulais vous montrer également, c'est une extension VS Code qu'on appelle GitLens. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous venez dans l'extension ici, l'extension plutôt, vous tapez GitLens. On continue de livre. Voilà. On a cette extension super intéressante, GitLens, propulsée par Eric Carkel, qui nous permet d'avoir une vue assez différente et assez intéressante également de notre projet. Donc une fois que vous l'avez installé, il va ajouter ceci. Donc au-delà de ça, qui est par défaut dans VS Code, quand vous avez Git sur votre système, qui nous permet d'avoir une vue également sur notre projet. Git. Ici on va avoir la liste de commits, ici la liste de branches. Bon, je ne sais pas pourquoi il est un peu long là. Voilà, ici par exemple nous avons la liste de commits. Donc également ici, que ça ne vous rende pas un peu farceur, tapez Git OneLine, GitLab, mais ici on peut avoir rapidement notre historique. Donc ici comme vous pouvez voir, j'ai once again, j'ai revert, j'ai apply, etc. Quand je suis sur la branche master. Donc, je peux avoir également les différentes branches. J'ai la branche QA, j'ai la branche master. Ici pour l'instant je n'ai pas de remote, je n'ai pas de stash, etc. Alors, GitLens également nous permet de faire d'avoir cette vue-là. Mais j'aime particulièrement sa vue parce que vous allez voir, il est plutôt intéressant. Donc, on va venir ici sur Git commit graph. On va ouvrir un graphe qui va nous permettre justement d'avoir une vue graphique de nos commits. Alors, on va le mettre dans une fenêtre. VS Code qui est en train de charger. Voilà, on va fermer ceci. Voilà où nous en sommes. Nous avons une vue plutôt intéressante. Bon, c'est vrai que pour l'instant il est encore assez épuré parce que nous n'avons pas fait grand chose sur notre projet. Mais déjà ici vous pouvez voir que nous avons une vue assez designée qui est plutôt jolie à voir, n'est-ce pas? Nous avons ici la liste de branches. Nous avons ici les différents graphes. Donc là, nos commits, l'auteur du commit, donc il me dit U, parce que U c'est moi, j'aime dans U. Et nous avons les différentes modifications, les différents ajouts. Donc ici nous avons les éléments ajoutés, nous avons ici 5 éléments, etc. Il y a quand même le temps. Il y a 5 minutes, il y a 51 minutes, il y a 53 minutes, il y a 1 heure, ainsi de suite. Et donc ici, nous pouvons directement voir tout cela sans pour autant trop nous casser la tête avec les différentes commandes. C'est plutôt assez simple. Donc on va revenir sur notre projet, on va fermer ça. Donc, ici, comme nous avons switché directement sur la branche master, eh bien nous n'avons plus end-to-end spec.ts. Alors, il est bien de travailler comme ça, mais une fois qu'on a ajouté donc nos modifications sur la branche test, qu'est-ce qui va se passer? Il faut donc fusionner ces modifications avec notre branche master pour ensuite pousser ces modifications-là, n'est-ce pas? Parce qu'au final, c'est le but, puisque nous avons décidé donc d'ajouter des fonctionnalités ou encore du code sur la branche test, QA, pour ajouter des tests end-to-end à notre projet. Alors là, je vais le fermer, par exemple.
du temps. Il faut donc récupérer ces modifications et l'ajouter justement sur notre branche master. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et bien là, désormais, on va faire ce qu'on appelle une fusion. La fusion va donc nous permettre de récupérer du code se situant sur une branche précise vers la branche que nous souhaitons. Ça ne peut pas forcément être la branche master, pas forcément. Ça peut être une toute autre branche, une branche dev par exemple, staging ou test. Et nous pouvons fusionner ces modifications sur la branche souhaitée. Alors c'est plutôt simple, il suffit de faire un git. Donc la première des choses, c'est se positionner sur la branche sur laquelle nous voulons récupérer les différentes modifications. Donc si nous voulons prendre du code ou encore des modifications apportées sur la branche test vers la branche master, et donc je vais me positionner sur la branche master ici, et donc faire un git merge, ensuite la branche sur laquelle je vais récupérer ces modifications là. Donc ici, précisément, c'est la branche QA. Donc, je fais un git merge QA et je valide. Alors il va récupérer, il va update. Voilà, il va me faire une petite liste pour dire que voilà ce que nous avons récupéré sur la branche QA, ces changements là, et c'est OK. Vous allez remarquer ici qu'on a un fast forward. Le fast forward ici, c'est pourquoi? C'est pour dire que le merge s'est passé tranquille, sans encombre, c'est un fast forward. D'accord? Mais imaginons que sur la branche about, je travaille dessus, je dis bon, on va juste ici, HTML. Pardon. On va ajouter HTML, on va se dire. Ici, création de conflit. Création de conflit. Bon, je vais valider. Commit-am. Création de conflit. D'accord. Je vais me rendre sur la branche QA. Et travailler sur le même fichier. Cette fois, je vais dire HTML. Je vais dire, c'est moi qui provoque le conflit. Donc, voilà, j'y suis. Ici également, je vais valider. Alors, je vais tenter maintenant cette fois de faire une autre fusion depuis ma branche QA vers ma branche master. Donc, je vais retourner sur la branche master. On va justement faire la fusion. On appelle donc git merge, ensuite QA. Et quand je vais faire ça automatiquement, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai un conflit. J'ai un conflit. Pourquoi? Parce que les deux personnes qui travaillent sur les deux différentes branches, ils travaillent sur le même fichier, n'est-ce pas? Le premier il travaille en disant création de conflit. Le deuxième, il dit, eh bien, c'est moi qui crée le conflit. Eh bien, que cela ne vous fasse pas peur, c'est plutôt simple à gérer. Surtout dans VS Code, nous dans cette petite vue déjà, on va dire que dans ça, c'est ce qui est actuellement sur la branche master, donc les changements courants. Et ça, ce sont les changements qui viennent de la branche d'ailleurs, donc la branche QA. Et donc on a ici, avec ces différentes options qui sont là, que nous propose VS Code, de valider les changements que nous souhaitons. La première des choses, c'est de valider les changements courants. Donc si c'est ça qui sont les bons changements, on va valider les changements courants.
ici, on se dit, bah tiens, ce sont ceux-là qui sont les bons changements justement. On va dire, bon, ce sont les changements qui viennent de l'autre branche. Il suffit donc d'accepter ici les changements qui viennent de l'autre branche, ou même d'accepter les deux changements. Ici, donc, j'ai cette possibilité-là de dire, bon, finalement, je pense que création de conflit, c'est un titre générique. C'est moi qui crée le conflit, c'est quelque chose qui est personnel. Donc, je pense qu'on peut les garder. Alors ici, il suffit de cliquer sur accepte, bof, tiens, on va donc accepter les deux changements. Celui qui vient de la première branche et celui qui vient dans la seconde branche. Mais avant, on peut également dire, bon, on va comparer les deux d'abord. On va cliquer ici et comparer les deux changements. Dire, bon, oui, je pense que c'est quand même chaud, là, oui, c'est le même fichier, mais là, ici, pourquoi j'ai pas, ici, j'ai pas oui. Là, j'ai device will. Ici, j'ai création de conflit, donc voilà. Donc là, par exemple, déjà, s'il faut faire une petite comparaison, eh bien, les changements qui viennent de l'autre branche sont meilleurs. Pourquoi? Parce que ici, au niveau de la méta, elle est complète. Ça, c'est pour nous permettre de gérer nos devices quand nous faisons du front-end, par exemple, avec du Bootstrap, peu importe. Et on peut voir ici que nous n'avons rien ici, au niveau de la branche courante. Donc les bons changements seront plutôt de prendre ceux qui viennent d'ailleurs et de les valider. Donc je peux fermer ceci et dire, bon, j'accepte les changements qui viennent. Je vais accepter, et voilà, j'ai accepté donc mes changements qui viennent. Après, on avait la possibilité également de le faire dans la merge editor au niveau de VS Code. Ici également, il va nous ouvrir ceci et puis il va nous dire, bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez accepter les changements courants qui viennent plutôt, ou les changements courants. Si vous acceptez ça, et bien voilà le résultat de ce qui arrive. Donc moi je vais dire, bon, accepte ceci. Et il va les valider. Lui, il valide. Bon, là je n'ai pas accepté les changements. Voilà, j'ai accepté ces changements. Ok. On se retrouve donc avec notre fichier de code qui vient d'ailleurs. Donc sur la branche QA. Il faut donc valider ces changements. Vous voyez ici, on est toujours en train de merger. Et ça, c'est la particularité de Git Bash. Si vous étiez dans un terminal quelconque, comme je l'ai dit tout à l'heure, CMD ou PowerShell, vous n'aurez pas cette vue-là. Et c'est très important, ce qui nous rappelle que voilà, nous avons encore quelque chose à faire. Et cette chose à faire, c'est la validation des conflits. On va donc faire un git add-all. Un git commit -m, j'ai dit donc validation ou oui, validation de fusion. Et je vais valider. Voilà. Une fois que je valide cela, et bien, mon conflit est désormais réglé. Je n'ai plus de problème de conflit. J'ai accepté du code qui venait de la branche QA parce que c'était le meilleur code lorsqu'il fallait faire la comparaison. Et donc si nous retournons sur la branche QA, déjà là on peut voir que c'est bien le même code. Et si nous retournons dessus, QA, nous pouvons voir que c'est exactement le même code. Pourquoi? Parce que nous venons de valider justement ces changements qui venaient d'ici. Si nous revenons vers GitLens, nous avons notre vue, et vous, il n'est pas. Voilà, on voit les changements ici, n'est-ce pas? Donc on voit que notre branche QA a fusionné avec notre branche master sur ce point précis.
Donc c'est ici que nous l'avions créé. Une fois qu'il a créé le conflit à ce niveau-là, et il a validé la fusion ici. Et donc j'aime bien cette vue personnellement, je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime bien voir ça. Ça me permet d'avoir une vue d'ensemble sur mon historique, sur ce qui a été fait depuis le temps. Donc nous allons revenir ici et puis continuer un peu notre... Oula, il est 13h30. On a atteint l'heure, donc on va essayer d'avancer rapidement, essayer de couvrir un peu le reste, parce qu'il nous reste encore l'un des aspects importants, le travail en remote. On va essayer d'avancer un peu rapidement. Alors, donc, voyez-vous, vous avez vu comment créer une nouvelle branche, comment fusionner, comment régler un conflit. Est-ce que juste là vous avez des questions? Bérénice, aucune question? Bon, j'ai pas peut-être une question, mais la formation elle est dédiée sur Git, mais il y a un aspect qu'on utilise aussi souvent, c'est les pull requests. Par exemple, tel que là, on immerge des travaux sur une branche qu'on appelait cure, qu'on a déposée sur le master. Et généralement, quand on travaille en équipe, ça ne se fait pas exactement comme ça, parce que il faut demander en fait une permission. Et j'aimerais savoir comment configurer les pull requests sur une branche en fait, pour que les gens fassent des demandes et que cela soit prouvé. Mais je sais que c'est pas vraiment dans l'objet de la formation. C'est vraiment ce qui m'intéressait aussi. Je vois. Allô? Oui, ils sont petits. Moi également j'ai une question. Parce que habituellement lorsqu'on travaille sur Git, lorsqu'on essaie de faire un putsch sur la branche, lorsqu'on est sur la branche master, ça cause souvent des erreurs. Si on continue comme ça, ça pose pas de problème? Oui, c'est justement ce qui vient de se passer là. Donc nous avions un conflit que nous avons réglé. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, la branche master, on ne fait pas de merge dessus, un tout bout de champ. Ah d'accord, merci. Bérénice vient de soulever la question de pull request. Alors, déjà la particularité du pull request, Bérénice, s'il faut revenir là-dessus, c'est que la pull request est principalement lorsque nous travaillons sur un projet en remote, premièrement. Pour l'instant, là, nous sommes encore en local. Et deuxièmement, c'est lorsque nous voulons fusionner nos modifications ou encore ajouter nos modifications sur un projet que nous avons récupéré d'une manière précise qu'on appelle un fork. D'accord? Donc, comme nous n'avons plus de temps, beaucoup de temps, on va essayer de répondre rapidement à vos questions et puis on va aller sur GitHub, par exemple. Oui. Si quelqu'un a une question, il peut la poser. On a parlé on a parlé de la création des branches. Maintenant, il y a un truc que je n'ai pas saisi. À quel moment faut-il créer une branche? Est-ce qu'il faut le créer par utilisateur ou par tâche? Ou encore les deux? Bon, les deux, moi je dirais. Pourquoi? Parce que, premièrement, par tâche, on ne peut pas ajouter des tâches ou encore du code juste parce qu'il faut l'ajouter sur la branche principale, la branche master ou la branche main. D'accord? Comme je viens de dire, la branche master, elle est destinée à la production. Et donc, on n'ajoute pas du code du jour au lendemain à la production, comme ça, au risque de gâcher tout ce qui est dessus et de causer un problème, un dégât aux utilisateurs. N'est-ce pas? Voilà pourquoi on crée des branches. Donc, si nous voulons, par exemple, ajouter une fonctionnalité à notre projet, la première des choses, c'est de créer une branche pour cette fonctionnalité qu'on va appeler, par exemple, Registration Feature. Nous allons créer cette branche-là, sur laquelle nous allons faire nous allons écrire notre code, nous allons ajouter notre fonctionnalité, et puis, une fois après validation, après tout ce qui est système de checking derrière par rapport à la stratégie de l'entreprise ou encore de l'organisation, fusionner justement donc ce qui a été ajouté sur cette branche-là à la branche principale afin de la mettre en production pour qu'elle soit disponible pour les utilisateurs finaux. Aussi, avec certaines stratégies d'entreprise, nous avons les branches dédiées aux personnes ou encore aux fonctions des personnes. Ici, par exemple, vous avez vu que j'ai créé une branche QA. D'accord? QA, c'est pas une fonctionnalité, c'est pas du tout une fonctionnalité, mais c'est quelque chose qui est fait pour un QA. C'est-à-dire que non, cette branche-là va être dédiée aux opérations ou encore à l'ajout de code destiné à de l'assurance qualité. Donc tout ce qui est test, ça peut être au tout début des tests unitaires, ça peut être des tests automatisés, ça peut être peu importe. Et donc ça va être principalement pour cette personne qui fait de la QA.
sans pour autant être précis sur une fonctionnalité. Parce que déjà, on va dire que celui qui fait de la QA, il n'ajoute pas de fonctionnalité dans le code. Non. Il vient certes, il écrit du code, mais son code est destiné à faire de l'assurance qualité du produit que nous sommes en train de développer. Et donc, il y a ces aspects-là qu'il faut voir également. Et bien, donc, pour répondre à ta question, on va se dire plutôt, on va prendre les deux. On va créer des branches dans ces deux buts-là. Alors, je vais revenir ici pour partager tout mon écran. Rapidement, dites-moi si quand vous voyez mon écran. Ok. C'est bon. Alors ici, par exemple, je suis sur GitHub. Il y a plusieurs projets que je vois là. Par exemple, Archicode Terraform, FastFetch, qui machin truc, bon, je vais prendre ça. Principalement, lorsque nous travaillons en équipe ou en collaboration avec d'autres personnes sur OpenSUSE par exemple, lorsque nous travaillons dessus, nous ne pouvons pas ajouter notre code et le valider, puis l'envoyer comme ça. On ne peut pas le faire. D'accord? Même si on récupère le projet, on fait un git clone, on récupère, on fait des ajouts, on le valide, on envoie, eh bien on ne pourra pas justement envoyer notre code parce que c'est pas possible, c'est pas autorisé. Parce que derrière il y a un système de validation qui est mis en place, n'est-ce pas? Alors, quand on veut contribuer justement sur un projet comme ça ou travailler sur un projet Git, la première des choses à faire c'est quoi? C'est faire un fork. On va faire un fork ici. C'est-à-dire qu'on aura cette version du projet qui nous appartient. D'accord? Donc ici, le projet il appartient à, ici, vous voyez, FastFetch, CLI, FastFetch. Mais en faisant le fork, je vais faire en sorte que ce projet soit copié chez moi dans mon compte et donc il va désormais m'appartenir. Et du coup, je pourrais travailler dessus, faire des modifications, toutes les modifications que je souhaite, les valider, les envoyer en remote sans un problème. Ok? Mais non, le principe est que moi je veux travailler sur ce projet. Lorsque je vais faire les validations, les envoyer sur ce projet précis, n'est-ce pas? Pour qu'il puisse être ajouté. Donc si j'ai ajouté une nouvelle fonctionnalité, eh bien je veux pouvoir avoir cette fonctionnalité sur le projet principal pour le mettre à disposition du grand public. Et c'est à ce moment-là que je vais faire ce qu'on appelle une pull request. Donc là par exemple, je fork mon projet. Je crée mon fork. Et donc ici vous pouvez voir que non, c'est plus FastFetch, CLI, mais c'est finalement GemDanBus qui est le propriétaire de ce projet. Du coup, ce projet il m'appartient. Je peux donc le cloner en local, modifier du code, ajouter du code, valider, et à la fin, faire justement ce qu'on appelle un pull request. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Bérénice? On te perd, hein, à un moment donné, en tout cas, moi je t'entends. Ah là, ça doit être dû à la connexion. Donc je disais, une fois, est-ce que là vous m'entendez?